J'inviterai maintenant Madame la députée de Margaret-Diouville. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, aujourd'hui, nous sommes en situation de défendre les moyens nécessaires au droit de vivre en français chez nous, au Québec. Encore une fois, aujourd'hui, Monsieur le Président, nous nous devons d'argumenter le fait qu'au Québec, c'est en français que ça doit se passer. Encore une fois, aujourd'hui, nous devons contrer les dictats venus d'ailleurs, en l'occurrence la Cour suprême du Canada, quant au respect de nos choix collectifs. Parlons de nos choix collectifs. C'est de façon unanime, suite à des consultations très larges, que l'Assemblée nationale du Québec a adopté la loi 104 en 2002. Sans revenir trop longuement sur le débat survenu en 2002 lors de l'adoption du projet de loi 104, remarquons qu'il a donné lieu à un vaste consensus. Tous partis politiques confondus, le débat était délicat car il s'agissait de concilier ou de rendre compatibles les principes politiques, juridiques et administratifs inhérents à la décision de refuser de cautionner le subterfuge des écoles passerelles. Le projet de loi 104 a fait l'objet de consultations particulières et l'Assemblée nationale a entendu tous les points de vue. L'Assemblée nationale s'entendait sur l'objectif général: préserver le français comme langue commune au Québec, protéger la paix linguistique qui avait été globalement atteinte depuis 1977, respecter les droits des Québécois anglophones et enfin, là était sans doute la difficulté, trouver un moyen clair et légitime de mettre fin au subterfuge des passerelles par une méthode acceptable par tous et toutes au sein de l'Assemblée nationale. Dans son mémoire déposé à la Commission, le Conseil de la langue française attire l'attention du gouvernement sur un certain nombre de principes, les uns généraux, les autres propres à la situation en cause. D'abord, le principe de l'égalité des chances pour tous les citoyens doit être pris en compte. On ne peut accepter en effet, ne serait-ce qu'au nom de l'équité, que l'on puisse acheter pour ses enfants et ses descendants un droit constitutionnel à l'enseignement en anglais au Québec dans des écoles financées par l'État. Chaque enfant au Québec a droit à l'enseignement financé par l'État. Cela se fait selon certaines règles et il est inconcevable que ces règles soient contournées. Que l'enseignement soit en français, ce qui constitue la règle générale, ou en anglais, ce qui constitue la règle pour les membres de la minorité historique anglophone. L'école est accessible à tous et à toutes. Il en va de principes fondamentaux de la vie dans une société organisée. La situation actuelle, créée par la récente décision de la Cour suprême du Canada, interpelle l'ensemble de l'État. L'enjeu ne se limite pas à savoir si tel secteur scolaire linguistique va perdre ou gagner quelques centaines d'élèves chaque année. Il est essentiel que les secteurs concernés de la société québécoise, outre l'État lui-même, prennent conscience de leur rôle et de leur responsabilité à cet égard, ce qu'ils sont d'ailleurs venus faire lors de la commission parlementaire où on a eu l'occasion de les entendre. Sans réaction appropriée de l'État, cette situation laissera le Québec exposé, sans recours à une dynamique de déconstruction sociale. Un autre principe amené par le Conseil de la langue française, l'école doit être au cœur de la cohésion sociale, particulièrement lorsqu'il s'agit d'enfants d'immigrants. En juin 2008, le Conseil écrivait dans un avis remis à la ministre responsable de l'application de la langue française. Il écrivait ceci: « Le lieu tout désigné pour construire les fondements de cette société en évolution, c'est l'école, la seule institution par laquelle transitent maintenant tous les enfants et où se fait la première expérience du français, langue commune. » Personne ne se surprendra de voir le Conseil supérieur de la langue française prôner une action résolue de l'État en vue de la cohésion sociale autour d'une langue commune, le français. De plus, le Conseil affirme que la société d'accueil a le devoir, d'une part, de faciliter l'apprentissage de la langue française et, d'autre part, d'en créer les conditions d'usage.
l'apprentissage et la maîtrise de la langue française doivent constituer de véritables conditions gagnantes pour l'employabilité des travailleurs et des travailleuses, ce que nombre d'organisations ont soulevé comme questionnement lors de la commission parlementaire. Cette employabilité qui favorisera leur intégration et leur mobilité sociale. À cette fin, le président du Conseil déclarait ceci. L'intégration sociale en français des immigrantes et des immigrants est indispensable au développement d'une société francophone en Amérique du Nord, au Québec. À l'importance qu'on accorde à l'immigration pour l'avenir du Québec doit correspondre un effort de même niveau de l'État québécois pour l'aboutissement de ce projet social. Mais au-delà des lois, l'action de l'État requiert la démonstration d'une volonté politique claire qui se traduit par des décisions et par des règles claires, applicables et appliquées. Mais où en sommes-nous maintenant? Depuis toujours, la place et le respect du français a été porté par des gens debout. Et ce n'est pas à genoux devant la Cour suprême, comme le propose le projet de loi 103, que nous allons protéger notre langue et renverser le mouvement d'anglicisation que vit Montréal depuis trop longtemps. Après des mois de tergiversation, depuis le jugement de la Cour suprême le 22 octobre 2009 sur la loi 104, la ministre responsable de l'application de la langue française a déposé le 2 juin à l'Assemblée nationale le projet de loi 103, loi modifiant la Charte de la langue française et d'autres dispositions législatives. Le projet de loi prévoit notamment qu'en matière de langue d'enseignement, le gouvernement peut déterminer par règlement le cadre d'analyse et les règles applicables pour évaluer une demande d'admissibilité à recevoir un enseignement financé par l'État. De manière générale, le dépôt de ce projet de loi confirme les pires craintes que nous pouvions avoir sur la façon dont le gouvernement allait agir pour tenter de répondre au jugement de la Cour suprême sur la loi 104. Au lieu de mettre fin au phénomène des écoles passerelles, on vient ainsi le légitimer par des critères totalement subjectifs et arbitraires. C'est donc peu de dire également que le gouvernement met en place une véritable sélection par l'argent. Les parents dont les enfants sont jugés inadmissibles à l'école anglaise au Québec en vertu de la Charte pourront en effet leur acheter ce droit après quelques années dans une école privée non subventionnée, dans la mesure où son parcours scolaire est jugé authentique. En résumé, le gouvernement donne le droit à des parents qui en ont les moyens financiers de pouvoir acheter à leurs enfants le droit à l'enseignement en anglais dans le réseau public du Québec par le biais d'un passage de 3 ans dans une école privée non subventionnée. De même, l'article 25 du projet de loi supprime l'obligation de publication du règlement comme il est d'usage en vertu de l'article 8 de la loi sur les règlements. Le projet de règlement ne sera donc pas soumis aux règles normales de publication à la Gazette officielle, supprimant ainsi, et c'est important, la possibilité de critiquer le document durant les 45 jours prévus par la loi sur les règlements. En résumé, le règlement n'est pas inclus dans le projet de loi et personne ne pourra émettre de critiques sur sa forme et son application avant qu'il n'entre en vigueur. De façon générale, c'est un très large mouvement de rejet du projet de loi qui s'est manifesté lors des consultations générales, et ce, pour un bon nombre de raisons. 36 groupes sur 43. Et ce matin, la CSQ, dans un communiqué, nous disait ceci. Alors que 36 groupes sur 43 rejettent le projet de loi 103 et que de ce nombre, 22 groupes demandent officiellement l'application de la loi 101 aux écoles privées non subventionnées, la ministre persiste dans son intention initiale d'appliquer la loi 103 telle qu'elle. Cela est inconcevable et incompréhensible dans le contexte actuel, affirme le président de la CSQ. Il ajoute,
Pour légitimer sa décision d'aller de l'avant dans son projet de loi, la ministre ne cesse de s'appuyer sur les positions défendues par Camille Lorrain et René Lévesque, mais elle ne tient pas compte du fait que la situation au Québec a changé et que le contexte est fort différent de l'époque. Pourquoi n'est-elle pas capable de trouver des appuis à son projet de loi, dit-il. La ministre doit agir. Le jugement de la Cour suprême est venu balayer le consensus établi en 2002 avec l'adoption unanime de la loi 104 par l'Assemblée nationale. Le fait d'assujettir les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française via l'article 72 permettrait donc de définir, selon la Charte de la langue française, qui a le droit de fréquenter ces écoles en respect de l'article 73, qui établit les critères rendant admissible à l'enseignement en anglais au Québec. Ce qui aurait bien sûr pour conséquence d'exclure le recours à des écoles utilisées comme écoles passerelles par des francophones ou des allophones, leur permettant ensuite de revendiquer le droit à l'enseignement en anglais dans une école subventionnée par le gouvernement du Québec. Le fait de ne pas assujettir les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française, comme le propose notamment le projet de loi 103, reviendrait à rétablir un système de libre choix de la langue d'enseignement basé sur une discrimination par l'argent, ce qui serait la pire des solutions et qui balayerait le consensus établi en 2002 par la loi 104. Il est important de prendre conscience de ce qui se passe à Montréal actuellement. Il est important que nos décisions politiques témoignent de notre sensibilité et de notre engagement à l'égard de la protection de la langue française au Québec. Et comme il est affirmé dans la majorité des mémoires que tout ça, ça débute par l'enseignement, par l'école, par nos allophones, nos francophones, qui ont droit à un système d'enseignement qui leur permette de vivre en français chez nous. Enfin, ce qui est important de dire en conclusion de mon intervention, c'est que nous prions la ministre et nous lui demandons, à partir des témoignages qu'elle a entendus, à partir de la sensibilité qu'elle a manifestée comme étant une fille des régions sensible à la protection de la langue française, à partir de ses affirmations sur sa responsabilité à l'égard de la protection de notre langue commune, il est important que la ministre retire le projet de loi 103 et assujettisse les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française. Il est aussi essentiel qu'elle envisage l'utilisation de la clause dérogatoire, ce qui éviterait d'inutiles et coûteuses poursuites et contestations judiciaires. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Marguerite-Diouville.